Dans notre séquence décalage, Marcel Ruffo nous parle du film Elephant de Gus Van Sant. Marcel Ruffo, qui dirige la maison des adolescents de l'hôpital Cochin, est reconnu comme l'un des meilleurs pédopsychiatres. Il publie chez Anne Carrière une bande dessinée intitulée « Le passage, les conduites à risque à l'adolescence ». Une BD destinée aux ados, mais aussi à leurs parents pour les aider à mieux comprendre les épreuves que peuvent traverser leurs enfants. Le 20 avril 1999, aux États-Unis, à Columbine, dans l'Oregon, Eric, 16 ans, et Alex, 17 ans, pénètrent armés dans les locaux de leur lycée et tuent 15 personnes avant de se donner la mort. On ne saura jamais ce qui a motivé leur geste. C'est ce fait divers qu'a adapté Gus Van Sant dans son film Elephant, Palme d'Or et prix de la mise en scène du Festival de Cannes 2003. Vous retrouverez ce film qui a été interdit aux moins de 12 ans à sa sortie en salle, en DVD, édité par MK2. Dans cette séquence décalage, Marcel Ruffo nous donne une leçon de psychologie adolescente et réussit l'exploit de mieux nous faire saisir l'incompréhensible. On voit bien l'intérêt de Van Sant pour la pathologie, quoi. Il aurait pu vraiment être psychiatre d'adolescent, ce garçon. Alors il dit qu'il a 54 ans et on voit qu'il n'est pas fini, qu'il est encore très ado dans sa vêture. Et il dit 54 ans, c'est un âge étonnant où on fait des choses plus simples, moins violentes, etc. On dirait que le réalisateur nous dit « je sors de l'adolescence ». Il dit toujours que l'adolescence est tragique et doit être dramatique avec des événements dramatiques. C'est vrai et c'est faux. Alors, de 2003, Palme d'Or, Elephant, c'est un fait divers tragique et célèbre. Columbine, en 99, deux lycéens, comme dans le film, qui vont tuer 15 de leurs camarades. Vous faites quoi, là? Laisse-toi direct et reviens pas. Ça va chier à mort. Qu'est-ce que vous foutez? Il y a d'abord John, ce petit blond qui donc aide son père. J'ai vu deux mecs, ils sont rentrés. C'est pas vrai. Ils avaient des gros sacs noirs et ils les ont emmenés à l'intérieur. Oh, c'est pas vrai. Vous verrez aussi des tueurs. Le leader d'action, Alex, est celui qui prémédite, dans le fond, les assassinats. Ce film a surtout l'intérêt de nous faire pénétrer dans une atmosphère du monde adolescent avec l'ennui, la monotonie, l'histoire répétitive des conditions de fonctionnement, comme si la banalité de leur vie préfigurait aussi leur destinée mortelle qui va avoir lieu. Dans le fond, on devient tour à tour tous les personnages. Tu prends ma photo? Ouais, vas-y. Voilà. Bon, t'es prêt? 1, 2, 3. Super. Allez, à plus. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment le temps s'étire et le temps se concentre. Exactement un temps d'adolescent. C'est pour ça qu'il faut toujours des copains, il faut toujours les voir sans arrêt, il faut toujours parler pour rien dire, il faut toujours être là ensemble et répéter toujours le lendemain le présent. Tout au présent. Le passé, je m'en fiche, l'avenir, je m'en fiche aussi. Présent, présent, présent. Le présent du film est bien dans le registre de la pensée adolescente. Tous les adolescents n'ont pas la chance d'avoir des parents imparfaits. On le voit bien d'ailleurs dans le film de Van Sant, lorsque John est le tuteur de son père. Mais qu'est-ce que tu fous? Bon, papa, je prends le volant. On sort de la voiture. Quoi? Sors de la voiture. Et il aime son père qui est alcoolique et complètement avachi. Là où il est beau, ce garçon, il est fort, c'est parce qu'il pleure. C'est-à-dire le fort, c'est pas celui qui pleure jamais. Le fort, c'est celui qui pleure. Le fort, c'est celui qui a de la peine, quoi. John est rassurant.
Ce sont ses pleurs qui sont rassurants. Ah, bonjour. Salut. Est-ce qu'il ne va pas? Rien. Tu pleurais? Ouais, C'est quelque chose de grave? je sais pas. Il montre aussi la position actuelle des adolescents, où avec notre jeunisme, nous aurons tous, les garçons, 100 ans et les femmes 120. C'est-à-dire qu'ils deviendront tous les parents de leurs parents, un peu comme John est le parent de son père. Et quelque chose qui est central dans le film, à mon avis, c'est quand il reçoit des trucs mâchés et qu'il s'essuie. Il prend sur lui l'agressivité des autres pour après la transformer en violence parfaite. Et lorsqu'il que sous la douche, son copain le rejoint, c'est son copain qui est dominant au niveau de l'homosexualité. Du coup, là, ça y est, on va mourir aujourd'hui. Ouais. Dire que j'ai jamais embrassé personne. Et toi? Donc on voit bien un trouble de l'identification sexuée chez l'assassin vedette. J'ai pas réussi à me construire, donc je casse tout. Donc il y a une sexualité du suicide. C'est un suicide aussi pour ces deux assassins. Les assassins se suicident. Van Sant montre bien que le pervers, le psychopathe, ne reconnaît pas l'autre comme équivalent à soi. Moi, c'est pas toi. Ta souffrance ne m'intéresse pas. Une des grandes scènes dramatiques, c'est le côté terriblement sympathique du proviseur, terriblement lâche aussi. Allez, cassez-vous, avant que je change d'avis. Cassez-vous! Ouais. Le monde n'existe que par le respect courageux qu'on a en face d'autrui. C'est une position, je crois. Le courage, c'est pas de négocier en pleurnichant. Avec Alex, moi, je lui dirais, en mourant, parce qu'il va me tirer dessus, je le sais, un discours d'optimisme. Dans le fond, tu me tues parce que tu as peur de devenir moi. Et tu as tort, c'est pas mal. Tu serais peut-être devenu mieux que moi et tu aurais vécu d'autres aventures, d'autres espaces, d'autres moments. Et je te dis un truc, Alex, tu me tues, mais c'est dommage pour toi. Après que tu m'auras tué et que tu aurais été tué, de ne pas voir un dauphin au couchant, une étoile filante et la première neige sur les cimes des Alpes. Dommage, maintenant, allez, tue-moi.